bonne solution. Mais avant d'arriver là, il fallait penser dans quelles conditions on accueille la parole d'un enfant. Ça veut dire, quels sont les dispositifs qu'on met en place pour écouter un enfant? Si on écoute un enfant en faisant peser sur lui la responsabilité qu'il ne peut pas assumer de déclencher la fin de la famille, il est déjà pris dans ce que son violeur a pu lui dire. Si tu parles, tu vas voir. Donc, ça fait de la peine à tout le monde. Et voilà. Et alors, il est les mauvais, et tout le monde qui essaye de sauver, c'est les bons et c'est le diable. Donc, quel est le dispositif qu'on met en place pour écouter et valider, pour avoir au moins l'impression qu'on a accueilli correctement Très important. la parole de l'enfant. Sinon, la parole de l'enfant semble être la parole de l'enfant, mais ne l'est pas. Alors, je crois que M. Rastier voulait intervenir. Oui, à propos de ce que vous disiez, M. Landa, de réinventer un monde, je m'interroge sur la formule féminisme 2.0. Que veut dire 2.0 ? Vous savez que finalement, les théoriciennes radicales vont tout à fait à l'envers des revendications du féminisme démocratique, universaliste que l'on a connu, puisque vous avez du féminisme pro-prostitution chez Despentes, pro-viol, ou du moins fermant les yeux sur le viol, ou en tout cas les agressions sexuelles de masse, comme les propos de Caroline de Haas après l'agression de masse à Cologne, ou bien anti-pilule, par exemple, Preciado disant que la pilule, c'est colonial. Et d'ailleurs, dans le lexique du planning familial, le mot contraception a disparu. Alors, derrière ça, il y a quand même l'idée qu'il faut sortir de l'hétérosexualité, qu'il y a eu un colloque, l'hétérosexualité, sortir de l'hétérosexualité. Preciado a fait un livre, a fait un article, l'hétérosexualité est dangereuse, etc., etc. Et dans l'idée que l'hétérosexualité appartient au monde d'avant, et donc il faut en sortir. Ça, c'est quelque chose qu'on voit traditionnellement dans des pensées mystiques de la tradition de la gnose, c'est-à-dire le monde d'avant et la conspiration non pas d'un dieu, mais d'une sorte de démiurge mauvais, et donc il faut en sortir. Par exemple, chez les Cathares, il fallait arrêter l'hétérosexualité, et donc chaque dévot sortait avec son compagnon ou sa compagne, évidemment du même sexe, et ça s'arrêtait là, vous voyez. Et donc derrière ça, il y a des croyances. Par exemple, on lit dans tous les journaux « Je suis né dans un mauvais corps ». Qu'est-ce que ça veut dire, naître dans un mauvais corps ? Alors on explique « Ah oui, il y a eu un problème à ma naissance ». Ah bon ? Ça veut dire quoi un problème à ma naissance ? C'est-à-dire qu'on avait un sexe prédestiné et que malheureusement ça ne s'est pas passé comme il le fallait. Alors ce sexe prédestiné, il est connu, hein, c'est le sexe astral. Et donc il y a une théorie, si on peut dire, de mystique derrière, qui fait qu'on pourrait naître dans un mauvais corps, c'est la déchéance. Et donc il va falloir retrouver son sexe initial, et ça va être la transition, etc. Et il y a toutes sortes de métaphores vaguement angéliques autour de ça. Et si on ne tient pas compte de cet arrière-plan, on ne voit pas, par exemple, pourquoi l'écriture inclusive ou bien des formules comme le féminin générique dont le but est d'éliminer toute manifestation de ce qu'on croit être le genre masculin dans le discours. Et il y a toutes sortes de phénomènes
de radicalisation de cette manière, y compris des programmes eugéniques qui consistent à supprimer le chromosome Y. Hein. C'est dans le livre de Solanas en 1966, mais ça a été repris actuellement par des gens comme Despentes qui disent « nous vivons un moment Solanas », etc. Ou bien il faut sortir les couteaux. C'est un terme que cite d'ailleurs, une expression que cite d'ailleurs Sabine Procoris. Bon, derrière ça, il y a évidemment un programme, hein, qui est celui de créer un nouveau monde où il n'y ait qu'une humanité qui serait évidemment celle d'un seul sexe et même d'un sexe des anges. Et ces aspects-là sont sous-estimés, je pense, pour rendre compte du caractère radical et extrémiste qui sous-tend certaines propositions. Juste un mot là-dessus, c'est-à-dire, je pense que tout ça, c'est en effet, je ne sais pas si c'est un projet, mais c'est en tout cas un fantasme, une série de fantasmes. Après, sur la question hétérosexualité, homosexualité, transidentité qui arrive dans certains parcours, évidemment, pour des raisons qui ne sont pas mystiques, hein, et qui sont c'est pas très fréquent, hein, et ce ne sont pas des parcours faciles. Je pense que, en fait, tout ça méconnaît la complexité de la question sexuelle et est totalement pré-freudien, en réalité. Parce qu'en réalité, sur ces questions-là, disons les choix d'objets sexuels, Freud dit bien que toute la vie durant la vie, on hésite entre le choix d'objets masculins, féminins, et en fait, la question du choix d'objets sexuels est une façon d'entrer dans la sexualité. Après, c'est tout. Il n'y a pas à en faire un plat, que ce soit hétérosexualité ou pas. Voilà, c'est tout. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est... Les militantes radicales autour d'Alice Coffin, etc., au fond, nous expliquent que les lesbiennes ne sont pas des homosexuels. Ce qui est une façon de mettre de côté la question de la sexualité, qui est de toute façon ce qui empêche le monde de tourner en rond, en fait. Et comme il faut que le monde tourne rond, on dégage la sexualité avec tout un discours fantasmatique. Les lesbiennes ne sont pas homosexuelles, c'est-à-dire... Ça veut dire... En fait, je me suis posé la question. En fait, elle reprend, en le radicalisant, ce qu'avait dit Monique Wittig sur les lesbiennes ne sont pas des femmes, ce qui voulait dire, ce qui était déjà assez problématique, qu'elles ne sont pas, construites, constituées, elles récusent ce que ça veut dire être femme, mais c'est une vision de l'être femme c'est aux antipodes de Beauvoir, hein, on ne va pas avoir le temps de faire ce débat-là. Et là, elle va plus loin, Coffin, en disant les lesbiennes ne sont pas des homosexuels. Donc je me suis bien sûr posé la question. Je l'explique un peu dans mon livre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce que j'en ai, en décrivant ce qui se passe, je me suis dit qu'en réalité, en effet, la question de la sexualité, qui est ce qui vous empêche de vous identifier en rond, en réalité, ce que montre très bien Freud. Hein. C'est-à-dire, donc, la question de la sexualité est mise de côté. Bon, je dis, elles sont chastes, elles sont pas chastes, qu'elles ont la vie sexuelle qu'elles veulent. C'est pas la question. D'ailleurs, c'est même pas c'est même pas du puritanisme au sens précis et exact, puisque quand on voit le côté absolument scatologique, obscène, par exemple de la prestation des derniers Césars avec Massiero, etc., c'est parti, et bout de certains textes c'est pas du tout, c'est une sorte de... la sexualité devient l'obscénité, d'une certaine manière, on la sort du combat politique, et en fait, la pureté lesbiennes, si j'ose dire, des lesbiennes politiques, si vous voulez, c'est de permettre de constituer l'ennemi de genre. C'est pour ça qu'on va plus avoir aucun contact. Vous parliez des cathares, mais c'est l'idée de pureté, hein, en grec, ça veut dire les purs. Hein. Voilà, donc c'est pas la question de la sexualité, comme elle perturbe tous les jeux identitaires, de toute façon, eh bien, on la met dehors. On la met dehors, et du coup, à ce moment-là, on peut faire un monde absolument parfait, d'où la sexualité est évacuée, quelle que soit sa forme, d'ailleurs. C'est plus au centre du jeu. C'est pour ça qu'il y a une paranoïa sexuelle, parce que la sexualité, ça menace tous ces édifices magnifiques. Et Freud l'a tellement bien montré, justement, en disant d'ailleurs que la psychanalyse ne veut surtout pas livrer une vision du monde. Alors vous vous souvenez, en 2019, je crois, il y a eu cette grande manifestation à Paris des féministes à propos de MeToo. Moi, j'y étais allée avec ma fille qui a une vingtaine d'années pour voir ce que sont ces nouvelles féministes, parce que je les lis.
Je les vois à la télévision, mais je voulais voir dans la rue si ça avait une vraie existence. Ça en avait une, hein, il y avait beaucoup de femmes qui défilaient, beaucoup de slogans les plus vengeurs les uns que les autres, plus haineux les uns que les autres, jusqu'à celui qui m'a complètement sidérée, et là j'ai dit à ma fille, bon, bah, on s'en va, puisque c'était Polanski, bois mes règles. C'est pas bois IT, hein, c'est bois, vas-y, bois mes règles. Là, je suis restée interdite, j'ai dit, alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça rejoint ce que vous venez de dire, Sabine, Oui. C'est-à-dire donc, le corps, ce sont les règles, donc c'est bizarre de choisir la féminité exclusivement de ce point de vue. Boilet, donc l'aspect sanguinolent dont vous parliez tout à l'heure, vraiment le recours à... Il va y avoir du sang, c'est en lettres de sang aussi sur votre livre. Et là, je me suis dit non, mais là, c'est pas possible. J'ai demandé à ma fille si elle comprenait quelque chose. Elle était assez perturbée aussi, parce que ça n'est pas normal au sens... Pas la norme, mais ça n'est pas sain. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'imprécation bizarre, très malsaine. Mais alors là, je l'ai développé, ce truc-là. Non, mais j'en parle parce que je l'ai vécu et ça m'a... Voilà. Tombe très bien, parce que nous avons reçu une question au très sujet bien. Puisque ça, c'était au pochoir, dans vous... toutes les rues de mon quartier. Pardon, 2 secondes. Et ça condensait la question du vampire, la question du meurtre rituel et toute la question de l'antisémitisme absolument déchaînée dans les imprécations contre Polanski, qui n'a rien à voir avec l'affaire Samantha Makaïa. Donc je me suis posé la question et j'ai développé un certain nombre de choses là-dessus dans le livre. Alors, effectivement, nous avons reçu une question qui nous a été posée